depuis 2015, les importations de services, quand vous analysez la balance des paiements, les importations de services au Bénin sont passées de 500 millions de dollars à 1 milliard de dollars. Qu'est-ce que ça veut dire par an? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque année, il y a 1 milliard de dollars qui va à l'extérieur pour acheter de la compétence, faire gagner des consultants des marchés au Bénin, faire venir une compétence extérieure au Bénin. Nous, notre logique n'est pas là. Nous, parce qu'on n'a pas de compétences. Vous savez ce que pense Patrice Talon de tout ceci. Nous sommes un désert de compétences, l'avait-il dit. Nous ne pensons pas cela. Nous pensons que nous ne sommes pas un désert de compétences. Il faut donner à la jeunesse la place qu'il faut, les mettre dans les bonnes conditions où vous verrez qu'ils feront des miracles. Il y a des temps exceptionnels au Bénin. Mettez-les dans des bonnes conditions et vous serez étonnés de ce qu'ils feront. Je vous ai parlé du fait qu'il y a l'évolution à la hausse de l'importation, des importations de services au niveau de la balance des paiements. Cela veut dire qu'en réalité, lorsque le gouvernement dépense, lorsque le gouvernement met des milliards sur des travaux, sur des projets infrastructurels, une grande partie de cet argent ne reste pas au Bénin. Nous, au Parti Les Démocrates, nous pensons que le projet que nous allons mettre en place en 2016, c'est de s'assurer que si une entreprise vient étrangère, en 2026 plutôt, si une entreprise vient au Bénin pour faire certains travaux, on doit s'assurer qu'il y ait une politique, de sous-traitance, et une politique qui va permettre à ce qu'il y ait des PME locales, la prochaine fois qu'il y a des appels d'offres, soient capables de se missionner. Pour que la compétence se crée. Si la compétence n'existe pas et que vous faites appel à une entreprise étrangère, débrouillons-nous dans nos textes, dans nos prérequis, dans nos dossiers d'appel d'offres, de nous assurer que les ingénieurs soient béninois, de nous assurer que des PME locales puissent travailler, pour que la prochaine fois, lorsque vous allez faire la même voie, lorsque le boulevard de la Marina, on voudra le faire ailleurs, que vous puissiez faire gagner le marché à une entreprise béninoise parce qu'elle aura déjà appris avec une autre entreprise. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il faut un transfert de compétences. Transfert de compétences, il faut revoir nos textes, revoir le code des marchés publics pour permettre un véritable transfert de compétences, permettre aux jeunes béninois qui sont là de pouvoir apprendre pour que demain, ces béninois, ces PME puissent aller. C'est pour ça que nous, au-delà de la démocratie, certains estiment que la démocratie, l'état de droit, ce n'est pas tout. Il faut donner à manger aux gens. Et nous pensons que la démocratie et l'état de droit, c'est un prérequis. Mais au-delà de ça, il faut aider les PME. Il faut orienter les dépenses publiques vers les PME. S'assurer même comme aux États-Unis. Parce que le président a pris l'exemple des États-Unis. Il a dit, aux États-Unis, on a dérégulé le marché de l'emploi et ils sont en plein emploi. Mais ce que le président a omis de dire, c'est qu'aux États-Unis, on a dérégulé le marché de l'emploi. C'est vrai. Mais là-bas, il y a des filets sociaux. Vous perdez votre emploi, vous avez une allocation chômage au moins pendant un moment, vous permettant de pouvoir chercher un autre emploi. Ce n'est pas le cas ici. Donc, lorsque nous voulons totalement déréguler, nous devons nous assurer qu'il y a des filets sociaux pour pouvoir aider ceux qui seront renvoyés à se dire qu'ils vont aller chercher un autre emploi ailleurs. Mais pour aider ceux-là, il faut que le niveau d'employabilité soit élevé. Et pour cela, il faut investir sur la formation professionnelle. Le président avait annoncé un certain nombre de lycées. Il a même dit que c'était... c'était presque assorti de terre. C'est presque assorti, mais il disait que c'était son regret de ne pas avoir atteint ses objectifs dans ce domaine. Mais je tiens à rassurer le président, le parti Les Démocrates va pouvoir continuer cela parce qu'avant 2016, ça a été fait. Un certain nombre de lycées techniques, de centres de formation de métiers avaient été lancés à l'époque et avaient été inaugurés avant 2016. Nous allons simplement continuer ce que nous, on a commencé. Quand je dis nous, je parle du parti Les Démocrates, je parle disons, du président Yahya Boni qui est aujourd'hui le président de notre parti. Nous allons continuer sur cette lancée, investir sur la formation professionnelle, améliorer l'employabilité des jeunes pour permettre à ces jeunes-là de pouvoir augmenter leurs compétences. Très bien. Et donc, vous n'allez pas, comme dit votre camarade Guy Mitop, préserver l'héritage de Patrice Talon parce que tout n'est pas à jeter, M. Romial, tout n'est pas à jeter. Chaque président a apporté quelque chose. Hein. Nous sommes un parti de responsabilité. Venir dire, il n'a rien fait, tout est noir, ce n'est absolument pas notre point de vue. Chaque président a apporté quelque chose, que ce soit le président Soglo, le président Kérékou, le président Yahya Boni et le président Patrice Talon. Je peux même aller plus loin pour regarder les efforts qui ont été faits dans la dématérialisation et la digitalisation. Vous pensez sincèrement que si le parti Les Démocrates vient au pouvoir et dira non, on ne veut plus de la digitalisation? Absolument pas, on ira encore plus loin. Donc je pense que chacun fait ce qu'il peut. Et donc vous ne comprenez pas la polémique autour de ces propos de Guy Mitop à préserver absolument de pas. Patrice Talon? Quand on parle de l'État, c'est que le président a fait de bien, sera préservé. C'est normal, c'est un acquis, puisque ce que Yahya Boni
a fait de bien, une grande partie de ce qu'il a fait de bien, la politique en termes de microfinance, la politique infrastructurelle a été continuée. Donc pourquoi nous viendrons dire qu'on va tout arrêter? Au contraire, c'est ce régime qui n'est pas d'accord avec ce que nous sommes en train de dire. Je donne des exemples concrets, factuels. Lorsque vous regardez l'aéroport de Tourou, qui aurait pu être un hub touristique et disons, du septentrion, permettre de pouvoir connecter notre nord à toutes les autres grandes villes, disons, de la sous-région, il a été abandonné. Pourtant, c'est un investissement qui a été pensé pour pouvoir développer toute une zone de notre pays. Vous regardez les rails. Les rails étaient déjà là. On a dit non. Peut-être que la qualité. L'écartement. Peut-être que la qualité n'était pas. Le Bénin et le Togo décident. Le Bénin et le Niger plutôt décident de se connecter. Les Nigériens, ça ne leur posait pas problème, ces rails. Nous avions nos rails. On aurait pu continuer. Aujourd'hui, les rails iront. Si la qualité, on pense qu'il faut améliorer la qualité, changer l'écartement. Changeons l'écartement. Mais on a annulé, et 10 ans après, on n'a toujours pas de chemin de fer. Donc c'est pour vous dire que ce sont des projets qui sont des héritages de la gestion passée. Mais lorsque le régime actuel est venu, elle a mis tout à la poubelle en estimant que tout ce qui a été fait avant ne valait rien et qu'ils étaient animés de la science infuse et qu'il ne fallait pas s'inspirer de ce qui a été fait avant. Nous, on n'est pas dans cette logique. Ce qui a été fait et qui marche, on va parler de la digitalisation, la dématérialisation, nous allons continuer. Au niveau des infrastructures, par exemple, il y a un travail qui a été fait au niveau de l'assainissement des grandes villes. Mais lorsque le parti Les Démocrates sera en responsabilité, ce travail continuera. Par contre, les sujets sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, j'ai parlé de la démocratie, mais il n'y a pas que la démocratie. La démocratie béninoise a un problème? Bien sûr qu'elle a un problème. Nous sommes aujourd'hui devant un code électoral qui, aujourd'hui, nous oblige à nous poser des questions. Nous sommes inquiets. Qui n'est pas inquiet? Ce n'est pas moi qui le dis. Notre parti le dit, mon parti le dit. Le peuple est inquiet. Les organisateurs de la société civile sont inquiètes. Le clergé est inquiet. La plupart des organisations sont inquiètes. Les seuls qui ne sont pas inquiets, c'est UP et ce sont des citoyens béninois qui ne sont pas inquiets. Ils ne sont pas inquiets, tout simplement parce que le code électoral, selon de la manière dont ils l'ont fait, leur profite d'une certaine manière. Ce code électoral, je pense, ne répond à aucun impératif dans notre pays. Il y a un impératif, Chaviaï. L'impératif, c'est de rendre plus fort les partis politiques. C'est ce que j'ai dit. Et d'avoir un ancrage national. Il ne répond à aucun impératif. Au Parlement, il y a 3 partis politiques en ce moment. UPR, le Renouveau, le Bloc républicain et le parti Les Démocrates. Difficilement, nous y sommes arrivés. Un nouveau code électoral estime qu'il faut durcir les choses. Ça veut dire que 3, c'est trop. Il faut être logique. S'il y en a 3 et que vous venez nous dire que non, il faut durcir, c'est que selon vous, 3, c'est trop. Ça veut dire que ce qui vous arrangerait, c'est que vous soyez 2 ou voire 1. Et je pense que c'est la logique qui a été derrière ce texte. Donc nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas soutenir un texte qui a comme objectif de pouvoir réduire l'espace public. Au-delà du parti, les démocrates, même dans la mouvance, il y a des partis qui soutiennent la mouvance, la Renaissance nationale, il y a Moël Bénin, ils n'ont pas envie d'aller au Parlement. Ils ont peut-être des sujets sur lesquels ils ont travaillé, sur lesquels ils veulent se faire entendre. Mais avec ce code électoral, comment ils vont au Parlement? Donc, je pense que lorsque vous regardez dans le monde, ça n'existe nulle part déjà. Qu'on demande qu'il y ait un parti qui puisse faire 20% dans chaque circonscription avant d'avoir un député au Parlement. Ça veut dire que je peux gagner dans 23 circonscriptions en ayant 60% des voix et dans une seule circonscription, j'ai 19,5% des voix. Et vous estimez que ceux qui sont à côté de moi, que j'ai battu dans 23 circonscriptions, auront 100% des députés parce qu'eux, ils ont un accord qui leur permet ensemble de faire 21%. L'interprétation que donne Patrice Talon des 20%, vous l'avez entendu, vous étiez donc dans la salle. C'est tout autre chose. On l'a entendu. C'est tout autre chose. Mais nous ne partageons pas cela parce que le président a dit qu'il faut que nous apprenions à travailler ensemble, qu'il faut travailler ensemble. Il y a 3 partis au Parlement, je répète. Pourquoi corser les choses alors que nous n'avons que 3 partis au Parlement? Si 3 dérangent, ça veut dire qu'on veut 2. Ce que je dis est factuel et simple. Parce que si nous étions satisfaits de 3, on ne viendrait pas dire qu'il faut serrer. Si nous serrons, c'est que pour eux, 3, c'est trop. Or, nous estimons que 3, ce n'est pas trop. Nous voudrions même qu'il y ait 3, 4 ou 5. Pourquoi?
Vous voulez qu'il n'y ait que 3 ou 4. On donne l'exemple de la démocratie américaine. Il n'y a pas que 2 partis aux États-Unis. Il y a le parti, il y a le parti démocrate, il y a le parti républicain, mais il y a d'autres partis. Il y a les écologistes, il y a les indépendants, il y a beaucoup de partis. C'est simplement qu'il y a 2 partis plus visibles parce qu'ils caporalisent le débat. Mais nous pensons qu'il faut corriger cela. Mais il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Je vais vous en donner 3 très rapidement. Oui. LD, UP, BR, on dit c'est la même chose. Ouais. C'est la même idéologie, on veut la même chose. Souvenez-vous ce que je vous ai dit plus tôt. C'est le même objectif, mais ce n'est pas le même chemin. Vous regardez l'agriculture. La GDIZ, vous avez parlé de la GDIZ. Tout à fait. Nous sommes un parti responsable. Je ne viendrai pas ici sur votre plateau vous dire il ne faut pas transformer ce que nous produisons et nous ne devons pas produire ce que nous consommons. Donc forcément, il faut encourager des exercices de production, des exercices, disons, des projets comme la GDZ. Mais par contre, regardez la crise qu'il y a eu dans le soja et le cajou. On dit, on ne va plus exporter cela, on va transformer localement. Oui. C'est une bonne chose. Mais ça a entraîné la chute des prix pour les producteurs qui vendaient le même produit à 35 000 francs le sac, 40 000 francs le sac et qui aujourd'hui le vendent à 25 000. Cette chute du pouvoir d'achat des producteurs a eu un impact. Vous savez que 70% de notre population active travaille dans le secteur agricole. Donc, cette volonté d'industrialisation s'est faite aux dépens d'eux. Ils ont payé le prix du fait qu'ils ne peuvent plus vendre à l'étranger. Mais au même moment, nous ne vivons pas en autarcie. Le Togo, le Nigeria ont toujours des prix plus élevés. Vous savez ce qui se passe? La plupart de notre production va au Nigeria, va au Togo. Donc à la fin, c'est du lose-lose. Les usines n'arrivent pas à transformer tout. Tout va dans les pays voisins. Presque tout. Et ce n'est pas moi qui le dis encore une fois. C'est l'interprofession du soja qui avait fait un bilan à mi-parcours il y a quelques mois et qui a dit qu'une grande partie de la production, en réalité, était partie dans les autres pays puisqu'ils étaient à peine à 100 000 tonnes achetées alors que nous sommes à plus de 500 000 tonnes produits. Et le reste est parti par des voies détournées. Tout est parti dans les voies détournées à travers un appel d'air. Je ne suis pas en train de faire la promotion des voies détournées. Je suis en train de vous dire que le fait qu'on ne vit pas en autarcie. Lorsque vous voulez vendre un produit, vous allez acheter un produit à il faut que l'État fasse des efforts. Et que vos voisins l'achètent à 35 000, le producteur à qui vous n'avez pas donné la semence. C'est important. Parce que dans le cadre du coton, on a donné les semences, on a donné les intrants. Ça, c'est différent. Mais vous n'avez pas donné la semence au producteur. Il l'a acheté. Il s'est peut-être endetté pour l'acheter. Vous n'avez pas donné les intrants. Il s'est débrouillé. Il a produit. Et vous lui dites, tu ne peux pas vendre là où c'est à 35 000, mais tu peux vendre simplement là où c'est à 25 000. Tout le monde n'est pas patriote, vous savez, sur le plan du ventre. Chacun a ses impératifs. Cet producteur, dont la marge est déjà très faible, vous êtes en train de lui dire de pouvoir vendre au Bénin, mais à un prix inférieur auquel il pourrait se faire à l'étranger. Beaucoup, en réalité, vendent à l'étranger alors. Ce qui fait que les usines qui sont ici ne pourront pas transformer toute la production. Donc c'est pour vous dire comment une bonne idée peut, disons, se révéler inefficace sur le terrain si nous ne sommes pas capables de s'associer avec les acteurs. Maintenant, lorsque moi je pointe un problème, il faut proposer des solutions. Exactement. Et qu'est-ce que propose le parti LD? Sur ce sujet-là, on peut faire comme ce que le Ghana et la Côte d'Ivoire ont fait. Ils ont eu, pendant des années, ces problèmes. Sur le cacao, le Ghana, quand le Ghana donnait un prix sur le cacao, la Côte d'Ivoire donnait un prix sur le cacao, c'est celui qui mettait le prix le plus haut qui faisait l'appel d'air pour prendre les produits de son voisin. À un moment, ils se sont parlé, ils se sont entendus, ils ont harmonisé les prix. Et c'est terminé. Si celui qui sait qu'il va vendre à 350 au Togo, mais qu'il est capable de vendre même à 325 au Bénin, pourquoi vous voulez qu'il aille prendre le risque qu'on saisisse son stock et qu'on prenne son stock et qu'il perde tout à cause des 25 francs? Non, il ne prendra pas ces risques. Donc, il faut harmoniser les prix au plan régional. Il faut contractualiser. Si la GDIZ veut aider aussi les producteurs, elle doit pouvoir aussi aider les producteurs en leur donnant même les intrants. Si elle aide les producteurs en donnant les intrants, elle peut fixer le prix. En disant, je vous donne les intrants et on s'entend à travers une contractualisation pour pouvoir racheter la production à un prix donné. Mais si je ne vous donne pas les intrants, le prix est forcément flottant. Parce que vous, pour produire, vous êtes peut-être allé à la CELCAM, vous avez pris de l'argent, il faut rembourser avec des intérêts. Donc je ne peux pas vous imposer un prix d'achat fixe toute la saison si je ne sais pas
comment vous vous êtes débrouillé pour pouvoir acheter vos intrants. Donc, ça, c'est un exemple Voilà. sur la politique agricole, la politique industrielle. Nous, les LD, nous pensons différemment. Je peux vous donner l'exemple de la politique en termes d'expropriation. Vous regardez, l'article 22 de la Constitution nous dit que nul ne peut être exproprié sans juste et préalable dédommagement. Mais il y a des exemples. Vous allez à Tokbin, ou vous allez à Fillon, vous allez à Vlekete, il y a beaucoup de projets, et ça a été documenté par Amnesty International, beaucoup de gens qui ont été expropriés et qui n'ont toujours pas été payés. Vous savez qu'il y a quand même des personnes de mauvaise foi. Il y a eu des rencontres quand même. Il y a eu des riverains. Le rapport dont je vous parle, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Amnesty qui s'est assis avec ces personnes concernées, qui a discuté avec qui a relevé des noms, qui a fait un rapport officiel. Je ne parle jamais sur des on-dit, je parle sur des rapports officiels, sur des chiffres officiels que je peux prouver. Et là, je suis en train de faire mention d'un rapport qui existe d'Amnesty International qui démontre que la politique d'expropriation doit être revue. Nous, par exemple, lorsque j'ai fini de dire ça, qu'est-ce qu'on fait? Exactement. On doit revoir la loi pour que la politique d'expropriation soit revue. Ça veut dire quoi? On dit juste préalable dédommagement. Ça veut dire qu'il faut s'assurer que les prix sont bons, préalable dédommagement, et qu'on puisse vous donner le temps de vous retourner. Et qu'ensuite, lorsqu'on parle de politique d'expropriation, ce ne soit pas pour faire des projets de promotion immobilière, comme à Tokbin, ou des Béninois de la diaspora. J'ai beaucoup de camarades, de personnes avec qui je discute beaucoup, vu mon rôle de secrétaire aux relations extérieures, qui ont perdu leur maison. Et aujourd'hui, ils sont en train de voir qu'on est en train de vendre ce terrain-là à d'autres Béninois pour des projets de promotion immobilière. Si on récupère la maison pour faire une école, un centre de santé, des hôpitaux, je le comprends, il faut qu'on fasse un choix. C'est un sacrifice que nous faisons tous en donnant nos terres pour la collectivité. Mais lorsque vous prenez ma maison, vous la cassez, vous me donnez un dédommagement à peine 10% de ce que j'ai investi, et que je reviens 6 mois après, qu'on donne ce même terrain à M. Romiel qui construit sa maison, je me dis, mais vous auriez pu vous entendre avec moi et que je puisse conserver ma maison. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous voyez que sur beaucoup de sujets, nous ne sommes pas d'accord. On a parlé du code du numérique, le code pénal. Au niveau du code pénal, le fait que la détention préventive devienne aujourd'hui presque la norme. Il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui en prison qui n'ont pas été jugés. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels je pense que si je dois vous expliquer en quoi LD, UPBR, c'est pas la même chose, je serai là jusqu'à demain. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, on a entendu avec le peu, nos internautes se font une idée justement de vos propositions parce que d'ici là, certainement, nous aurons à discuter un peu, échanger sur votre projet de société pour les enjeux. Et quels sont les grands enjeux pour 2026 au niveau du Parti Les Démocrates? Déjà, les grands enjeux du parti Les Démocrates pour 2026, déjà, c'est d'être à la hauteur de l'espoir gigantesque du peuple béninois. Nous sommes en train en ce moment de préparer 3 élections. Les élections communales, les élections législatives et les élections présidentielles. Au niveau des élections communales, nous sommes déjà en train d'avoir des dossiers de personnes qui veulent venir sur notre liste. Je peux vous assurer qu'il y en a tellement que... Beaucoup frappent à la porte. Beaucoup frappent à la porte. Ça veut dire que beaucoup de gens ont placé leurs espoirs sur nous. Et nous devons être à la hauteur de ces enjeux. On a parlé du projet. Ce qui aujourd'hui nous différencie de la mouvance, c'est que nous avons un projet alternatif. La base du projet, et ça c'est le premier enjeu, c'est de faire connaître notre projet. Notre projet, il est articulé autour de plusieurs points. La démocratie, parce que nous sommes convaincus, contrairement à la rupture, qu'on ne doit pas choisir entre démocratie et développement. C'est ce qui nous oppose fondamentalement. Eux, ils pensent... Parce que c'est l'appréhension que vous Parce avez. que eux, non, ils l'assument. Parce qu'ils estiment que il faut choisir. Soit on veut se développer, il faut mettre la démocratie de côté. Bon, ils ne l'ont jamais dit. Non, lorsque le président dit qu'en ce moment, on travaille ensemble, on est trop pauvres pour pouvoir parler de politique, et puis dans 30 ans, lorsqu'on aura les moyens, on fera la politique. C'est l'idée. Nous, notre vision est que ce n'est pas parce que je pense autrement que le pays ne se développera pas. Il y a des pays africains qui ont une démocratie qui se développe. Je parle du Botswana, de beaucoup de pays, du Maghreb, de l'Afrique du Sud, il y a la démocratie. Et le pays se développe. On n'a pas à choisir. La démocratie est le chemin le plus simple pour pouvoir construire un idéal commun. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple de Cotonou et de Parakou. Nous tous, nous voulons aller à Parakou. Mais le jour où on est tous ensemble, mais qu'il y a quelqu'un qui décide que lui ne veut pas aller à Parakou, il veut aller à Banté, on ne sera plus sur le même chemin. Nous, notre rôle,
c'est de recréer cet idéal commun pour qu'ensemble, on s'entende sur la base. Et pour nous, la base, c'est la démocratie, c'est l'état de droit. Parce que même un investisseur, lorsqu'il amène son argent dans un pays qui n'est pas démocratique, il sait qu'à tout moment, il peut perdre son argent. Parce qu'il sait très bien qu'il n'y a pas d'état de droit, il sait qu'à tout moment, les choses peuvent changer. Il n'y a pas de stabilité. La démocratie permet la prévisibilité. On sait c'est quand les élections, on sait c'est comment les élections, on sait qui gagne. C'est le meilleur moyen d'attirer des investisseurs, vous savez. C'est l'atout comparatif du Bénin. Pourquoi les gens viendraient au Bénin avec 13 millions d'habitants et ils n'iront pas au Nigeria avec 200 et quelques millions d'habitants? Ils n'iront pas au Mali, ils n'iront pas au Burkina. Qu'est-ce que nous nous offrons de plus à un investisseur international? Il doit se dire, quand je viens au Bénin, mon argent est protégé. Parce qu'il y a l'état de droit. On ne va pas se lever un beau matin et m'exproprier ce que j'ai passé des années à construire. Il doit se dire qu'au même moment, nous avons une démocratie qui marche. Il y a un parlement qui fait le rôle de contre-pouvoir, il y a l'exécutif qui travaille et les contre-pouvoirs existent et jouent leur rôle. Dans un environnement comme ça, c'est le meilleur moyen de sécuriser les investissements. Donc pour moi, il ne faut pas choisir démocratie et développement. Les deux vont ensemble. La démocratie, c'est le socle de base. Quand vous avez mis le socle de base, maintenant, vous pouvez construire différents étages de développement. Ça passe par une politique volontariste pour faire la promotion de nos petites et moyennes entreprises. Ça passe tout à l'heure, j'ai parlé de l'agriculture. Trouver un équilibre en industrialisation et prix rémunérateur important pour les producteurs. Ça passe par la protection de nos marchés. Je n'ai pas donné des exemples. Vous regardez ceux qui font aujourd'hui des œufs de table, les poulets. Il faut les protéger. Il faut protéger notre industrie, faire la promotion de notre industrie pour que les PME locales gagnent des marchés dans le Bénin. J'ai donné l'exemple tout à l'heure du fait qu'on doit envoyer la dépense publique vers des petites et moyennes entreprises. Je parle même de l'international. C'est très important de parler de l'international. Je suis secrétaire aux relations extérieures et l'international, c'est très important. Parce que nous sommes dans une communauté. Et notre communauté aujourd'hui ne se porte pas très bien. Nous avons beaucoup de pays qui ont demandé à quitter cette communauté. Tout simplement parce qu'il y a eu des coups d'État, et tout ce qui s'est passé. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé. Comment aujourd'hui rebâtir notre maison commune? C'est un problème pas important de notre projet de société. Il faut, vous regardez aujourd'hui, le Bénin et le Togo sont mis ensemble pour faire la CEB. Nous devons multiplier ce type de projets où des pays vont se mettre ensemble. Des coopérations bilatérales. Des coopérations bilatérales, des coopérations multilatérales. Vous regardez la Constitution européenne, ça a commencé avec la Communauté économique du charbon et de l'acier en 1956. C'est allé vers la Communauté économique européenne et c'est allé ensuite vers l'Union européenne. La construction européenne a eu son histoire. Nous aussi, on a quand même fait des choses. Le Conseil de l'entente, nous avons travaillé ensemble sur la CEB, etc. Et il y a des projets sur lesquels on doit mettre les autres pays avec nous. Je ne parle même pas forcément des CEDEAO. Nous devons être volontaires sur certains projets, mutualiser les efforts. La lutte contre le terrorisme, nous avons forcément besoin de tous les autres pays. Se mettre ensemble, voir comment faire des brigades mixtes, ça c'est une proposition du Parti Les Démocrates, et ensemble réussir à éradiquer ce fléau. Mais pourquoi pas ensemble, travailler ensemble pour faire des projets, même des centrales nucléaires. Il y a de l'uranium au Niger. Cet uranium est vendu partout dans le monde. Et ils n'ont pas de centrale nucléaire dans le pays. Pourquoi le Bénin, le Niger, le Burkina ne peut pas s'entendre et dire bon... Et donc ça fait partie de votre projet de société. Mais bien sûr, je ne suis pas habilité ici à vous dire tout ce qu'on fera, mais je peux vous dire, nous avons un projet clair qui est axé sur la démocratie, sur le développement de la coopération régionale et internationale et sur la promotion des petites et moyennes entreprises, sur la justice sociale. Nous avons un projet clair, préparé par des intellectuels et des cadres qui ont certains occuper des responsabilités importantes, donc ils connaissent ce dont ils parlent. Et je pense que ce projet... En tout cas, le temps au temps opportun, nous en parlerons, bien évidemment, avec votre disponibilité. Chabiaï, nous sommes en train de sortir de nos discussions, ça passe vite. Très vite. Mais la dernière question, c'est de se poser la question. Vous savez que ça, c'est une question de l'actualité. Il y a quelques jours, sinon hier seulement, par rapport à l'affaire Akpona, vous avez entendu des choses. Vous avez d'ailleurs fait même une sortie au niveau de votre parti politique. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a blanchi Samou Seydou à Dambi. Les allégations donc de Paulin Akpona sont rejetées. Quelle appréhension, vous personnellement? Je vous fais la question, acteur politique, quel est le regard que vous portez justement sur cette actualité? Je suis un peu dubitatif quand même, hein. Parce que vous m'avez parlé d'un organe qui s'appelle le Commissariat pour la prévention de la corruption. Oui. Donc, si je me souviens de mes cours de français, que quand j'étais au primaire, lorsqu'on parle de prévention, nous ne parlons pas d'un tribunal.
Et je pense que le rôle, est-ce que c'est le rôle de ce commissariat de faire des audits et de blanchir les uns et les autres? Enfin, je c'est nous qui parlons que ça a été blanchi, mais bon, voilà. Tout ce que moi je peux vous dire, Oui. c'est que une commission a été mise en place au Parlement. Oui. Que cette commission puisse faire son travail et peut-être faire des propositions, peut déposer un rapport et c'est sur ce rapport que je pourrais m'appesantir, ou un tribunal fera des enquêtes, etc. Ou même si c'est une inspection générale, parler, mais je pense que un haut commissariat pour la prévention, je ne suis pas sûr qu'un tel organe est habilité à mener des enquêtes judiciaires. L'exécutif, c'est l'exécutif, le judiciaire, c'est le judiciaire. Il faut respecter quand même la séparation des pouvoirs. Je pense que c'est important d'être attaché à ces principes fondamentaux. Donc, je ne vais pas faire attention à ces éléments de langage d'ici pour pouvoir éteindre le feu. Tout ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a quand même un ancien ministre, vous voulez parler du auditeur, oui. qui a été ministre, qui a jeté des accusations sur un autre. Je pense que l'autre a porté plainte, que ce qui doit être fait devant les tribunaux puisse se faire. Et nous, le moment venu, nous pourrons opiner sur cela et non sur les petites manœuvres pour pouvoir un peu nous divertir, même si ça ne nous divertit pas vraiment. Parce qu'il s'agit d'argent public et l'argent du public, c'est très sérieux. Très bien. Chabi Yaye sera candidat aux prochaines législatives? Je ne pourrais pas vous le dire. En réalité, moi, aujourd'hui, mon ambition, c'est de servir mon parti. Mon ambition, c'est de servir la communauté et mon parti. Le moment venu, lorsque les conditions, c'est vrai, le moment est déjà là, on est tous dans des réflexions personnelles, mais là où le parti estimera que je peux être utile, j'irai. Moi, je suis un soldat de mon parti. Mes ambitions personnelles ne sont absolument pas au-dessus des ambitions de notre communauté. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour être là où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes sur la dernière ligne droite. Ce n'est pas le moment de pouvoir utiliser nos petites ambitions personnelles pour pouvoir diviser en interne. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est comment aller unis à cette élection, avoir un duo qui va incarner notre projet de société. Parce que le projet de société dont on parle, qui est aujourd'hui prêt au niveau du parti, c'est la base. Lorsqu'on choisira un candidat, forcément ce candidat va faire des ajustements à la marge. Parce que nous devons forcément être ensemble sur ce socle commun. Très bien. Nous devons travailler à ce que les élections législatives, nous ayons la majeure partie, nous ayons la majorité au Parlement. Qu'au niveau des élections communales, nous puissions avoir le maximum de mairies. On a pu parler de la décentralisation. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut revenir et terminer enfin sur proposer un projet alternatif sans remettre en cause ce qui marche. Nous ne serons pas dans la théorie. Très bien. Nous serons pragmatiques. Ce qui marchera continue. Et tout ce qui ne marche pas, et on a abordé certains cas, sera corrigé pour le bien-être de nos populations et pour le bien-être de notre pays. Très bien. Merci beaucoup à vous, Chabi Yaye, pour ces échanges bien nourris. Tout de même, je vous laisserai donc la parole pour votre mot de fin à l'endroit donc de nos téléspectateurs, de nos internautes. Chers téléspectateurs, chers internautes, ce fut un plaisir pour moi d'être sur ce plateau, de pouvoir vous parler un peu plus de la vision du parti Les Démocrates. Il est important que vous puissiez savoir que le parti Les Démocrates se bat pour la restauration de la démocratie et pour l'enracinement de l'état de droit dans notre pays. Pas parce que nous sommes attachés à des valeurs qui ne seraient pas les nôtres, mais tout simplement parce que nous sommes convaincus que ces valeurs-là sont les meilleures valeurs pour pouvoir préserver le bien-être et attirer les investisseurs et faire la promotion de notre économie. Nous sommes attachés à la promotion de nos petites et moyennes entreprises, à la justice sociale. Comment faire pour aider la vendeuse qui est au bord de la voie, qui aujourd'hui a des difficultés à avoir accès au crédit? Comment faire pour que toi, jeune qui me regarde, puisse lancer ta première entreprise et qui se retrouve devant la banque sans garantie et en ne sachant pas quoi faire pour pouvoir lever de l'argent et développer ton business? Nous nous adressons à trois producteurs qui aujourd'hui ne savent pas comment trouver ta semence, ne savent pas comment acheter ta semence, ne savent pas comment acheter des intrants pour produire, ne savent pas comment la vendre au meilleur prix et qui est obligé aujourd'hui de pouvoir vendre sur des chemins détournés, prendre des risques de voir sa marchandise confisquée par les données pour pouvoir vendre son produit à un prix rémunérateur. C'est pour vous aujourd'hui que pour vous tous qu'on se bat. À toi Dialysé qui par le passé avait une certaine prise en charge pour pouvoir prendre en compte ton mal. Nous nous battons pour que toi, ta vie soit meilleure. Nous nous battons aussi pour que nos sœurs, nos femmes puissent jouer un plus grand rôle au niveau du tissu économique. Nous nous battons pour que notre pays puisse être en paix.
que les exilés puissent revenir et qu'il n'y ait plus de prisonniers politiques dans notre pays. Nous nous battons pour tout cela. Nous nous battons pour vous, mais nous avons besoin de vous. Nous avons besoin que vous tous, vous puissiez vérifier que vous êtes sur la liste électorale. Étoile 151, dièse. Vous vérifiez que vous êtes sur la liste électorale. Pour ceux qui ne peuvent pas changer de bureau de vote, rapprochez-vous de votre délégué pour choisir. Pour choisir une résidence secondaire et vous permettre de changer de centre de vote. Pour ceux qui nous regardent, votre vote est la meilleure manière de pouvoir exprimer votre mécontentement ou pas. Vous êtes devant un simple choix. Si vous estimez que tout est parfait, si vous estimez que le Bénin a déjà atteint l'émergence économique, que rien n'est à changer, qu'il n'y a absolument aucune réforme qui doit être modifiée, vous choisirez la continuité. Pour ceux qui pensent que nous sommes capables de préserver les acquis les plus essentiels, les projets les plus importants, tout en corrigeant à la marge ce qui ne peut pas, tout en réintroduisant une dose de social dans notre politique, tout en faisant la promotion des petites et moyennes entreprises, en préservant ce vivre ensemble, avec une certaine prévisibilité au niveau de la démocratie et des élections. Si vous pensez ça, alors le Parti des démocrates vous attend pour qu'ensemble, nous puissions changer ce pays pour le bien-être de nos populations.